Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre émission hebdomadaire L'économie au service de l'homme qui vous est présentée par le CJD, le Centre des jeunes dirigeants de Montpellier. Je m'appelle Grégory Nallet et nous allons passer ensemble la prochaine demi-heure pour éclairer un nouveau thème d'économie positive et inspirante. J'ai choisi aujourd'hui d'aborder le thème des sociétés coopératives, les SCOP, Sociétés coopératives ouvrières de production, et les SIC, Sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et pour nous éclairer sur l'histoire du mouvement, j'ai invité Pierre Oriot, directeur de l'Union régionale des SCOP Occitanie-Méditerranée. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, comme je viens de le dire, vous êtes le directeur de l'URSCOP, Union régionale des SCOP, qui a pour mission d'accompagner les porteurs de projets, d'appuyer et de conseiller les coopératives dans leur démarche, de former les coopérateurs, c'est très important et nous allons en reparler tout à l'heure. Mais vous avez aussi dans votre feuille de route, et c'est un peu la raison de votre présence, de promouvoir le statut coopératif auprès du grand public et particulièrement auprès des dirigeants et des porteurs de projets dont beaucoup suivent notre émission. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a une petite tradition. Nous vous posons 5 questions auxquelles vous allez devoir répondre du tac au tac sans réfléchir. Alors, Pierre Oriot, vélo ou voiture ? Vélo. Cigale ou fourmi ? Cigale. Musique ou peinture ? Musique. Canapé ou tour du monde ? Tour du monde. Un petit piège, SCOP ou SIC ? Ça dépend du projet, donc les deux, mon capitaine. Bravo. Donc j'ai choisi d'intituler cette émission Futur au SCOP. Un petit clin d'œil à mon Poitou natal, mais aussi parce que les sociétés coopératives ont pris ces dernières années un essor considérable et on peut se poser la question, les SCOP sont-elles l'avenir de nos entreprises ? Et avant d'apporter des éléments de réponse à cette question, Pierre, pouvez-vous nous parler du mouvement coopératif ? Comment il est né, comment il s'est développé pour en arriver là où on en est aujourd'hui ? Alors c'est un mouvement qui est relativement ancien, puisque les premières associations ouvrières de production, donc les ancêtres des sociétés coopératives ouvrières de production datent de 1830, avec des bijoutiers notamment sur Paris, qui avaient créé cette première forme d'entrepreneuriat. Et ensuite, ça va vivoter, disons, jusqu'à la fin du 19e et début du 20e, pour avoir début 20e une législation qui encadre en fait ce type de société et une structuration du mouvement. Donc on est vraiment dans une philosophie d'émancipation de l'homme avec un grand H, puisque c'est la prise en main par les ouvriers de leur outil de production, autour toujours d'une compétence métier forte. D'accord, et c'est une évolution qui s'est faite progressivement. J'imagine qu'il y a quand même eu des étapes plus ou moins marquantes. Oui, si on regarde l'évolution en fait en termes de nombre et de diversité des scopes, on a une montée assez forte pendant le Front populaire, pendant la libération donc de la Seconde Guerre mondiale. Donc on a des pics, des creux, mais la tendance actuelle, qui est plutôt une tendance exponentielle en termes de nombre d'entreprises qui optent pour cette forme et du nombre de salariés, on la constate vraiment. Il y a une vraie accélération depuis 4-5 ans, et de façon assez homogène sur toute la France, mais particulièrement forte en Occitanie, surtout sur toute l'Occitanie. On a environ 40% de croissance du nombre d'entreprises au cours des 4 dernières années. Sur l'Occitanie, c'est environ 8000 salariés qui travaillent dans les sociétés coopératives, et on a presque 600 entreprises coopératives, que ce soit des SCOP ou des SIC. D'accord, et donc les évolutions se sont faites aussi assez fortement. Sur les après-guerres, on est quand même sur des entreprises, sur des scopes plutôt du milieu ouvrier, bâtiment. Oui, sur les secteurs d'activité, donc il y avait le bâtiment, qui était très très représenté tout au cours du 20e, et des scopes de l'industrie. On constate depuis quelques années évidemment qu'il y a un nombre important de scopes dans les services, dans les secteurs des services.
Tous les secteurs d'activité sont évidemment concernés. On peut avoir des entreprises, des organismes de formation, des entreprises de consultants, on peut avoir de la restauration, on peut avoir du commerce, du négoce. Enfin, on a vraiment tous les types de secteurs qui sont représentés, avec aujourd'hui évidemment les secteurs du service qui se développent fortement. D'accord, on est encore un peu loin, on est assez loin de l'image en fait de la SCOP d'éleveurs de chèvres sur le Larzac. Oui, je sais pas d'où ça vient, ces idées reçues là où les SCOP n'étaient pas vraiment dans la vraie économie. Non, évidemment. On va en reparler tout à l'heure. On en reparlera, d'accord. Bon, j'ai rappelé un petit peu les chiffres que tu viens de nous donner qui sont quand même assez éloquents. Donc les SCOP, c'est aujourd'hui 4000 entreprises au niveau national, ça représente environ 70 000 salariés, une progression de 20% les 4 dernières années malgré la crise Covid. Si on s'intéresse uniquement à notre région d'Occitanie, c'est 600 entreprises, 8000 salariés. Et là, effectivement, on a le record national puisqu'on est à près de 50% en 4 ans de progression. Alors déjà, comment est-ce que tu expliques que sur notre région, sur notre territoire, est-ce qu'on a des éléments de réponse pour savoir pourquoi en Occitanie particulièrement, on a cet essor des SCOP et des SIC ? Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Déjà, en fait, on a été soutenu politiquement, c'est-à-dire par la région qui soutient les 2 unions régionales, parce qu'en Occitanie, il y a 2 pôles. Il y a un pôle Pyrénées, un pôle Méditerranée qui soutient en fait ce mouvement et notamment toute la partie accompagnement qu'on fait auprès des nouveaux créateurs d'entreprises. Donc il y a un contexte politique, on va dire, qui est favorable. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a un dynamisme de création d'entreprises assez fort, notamment sur la métropole de Montpellier, mais aussi sur l'Hérault et sur d'autres départements de l'Est de l'Occitanie. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une tendance sociétale, en tout cas il y a des valeurs dans la société française qui commencent à naître là depuis quelques années, et ces valeurs qu'on retrouve en fait dans la coopération, c'est des valeurs de partage, c'est donner du sens à son travail, c'est essayer de s'impliquer plus sur les décisions, sur la stratégie, un partage plus fort des richesses. Et voilà, alors du coup ça allait être ma question suivante. Est-ce que tu peux justement nous préciser quelles sont les caractéristiques qui font d'une entreprise une SCOP ou une SIC, ta cousine, puisque la différence est relativement minime. Donc est-ce que tu peux revenir justement sur tous ces aspects qui font qu'une entreprise est une SCOP ? D'accord. Donc je vais essayer d'être assez simple dans mes explications pour qu'elles soient comprises par tous. Donc déjà une SCOP ou une SIC, c'est une société commerciale de base. Donc on la retrouve soit une SARL, soit une société anonyme, soit une SAS. Donc ça c'est pas à côté en fait des statuts commerciaux. Pas un autre statut. Non, ça a un statut commercial sur lequel en fait on adosse quelques particularités. Dont la principale, en tout cas pour les SCOP, c'est que les associés salariés sont majoritaires au capital. Voilà, donc ce sont les salariés qui ont la majorité du capital. Et un autre principe fort, c'est qu'on est sur une gouvernance démocratique, c'est-à-dire qu'on est sur le principe d'une personne, une voix. Donc le pouvoir à l'intérieur de la société ne se fait pas en fonction du montant du capital qu'on détient, comme dans les sociétés conventionnelles, classiques. Quel que soit le montant de capital que les associés détiennent, on a une voix. On retrouve le même principe dans les SIC. Dans les SIC, ce ne sont pas les salariés qui sont majoritaires au capital. Là, on est sur une logique de multi-partenariat. Donc toutes les parties prenantes de l'entreprise peuvent être associées à l'entreprise. Donc on peut retrouver des clients, on peut retrouver des fournisseurs, on peut retrouver des structures partenaires, on peut y retrouver des collectivités locales, évidemment des associés, des bénéficiaires. Donc on est sur un multi-partenariat dans le cadre d'une société coopérative d'intérêt collectif. Dans le cadre d'une SCOP, ce sont les salariés qui sont majoritaires au capital. Donc il y a un partage de la gouvernance sur ce principe démocratique d'une personne, une voix. Ce qui en découle, c'est un partage des décisions. Alors quand on parle de partage des décisions, peut-être qu'on en reparlera en fait. On parle pas de toutes les décisions dans l'entreprise. On est assez loin finalement des entreprises auto-gérées. Un grand nombre de décisions, notamment toutes les décisions au quotidien, se prennent par les mandataires sociaux, les dirigeants, ceux qui ont été élus par les associés. Donc eux prennent l'essentiel des décisions. En revanche,
les décisions qui entraînent l'entreprise sur du moyen terme ou sur du long terme. Donc, je vais parler de décisions stratégiques. Est-ce une entreprise de Montpellier qui peut se poser la question de se développer à Toulouse, développer à Lyon, à Paris? En tout cas, ça, c'est une décision stratégique et les associés salariés vont être consultés, vont se prononcer en tout cas sur ce type de décision. D'accord, sur les scopes, du fait que ce soit les salariés qui gèrent la scope, le modèle de gouvernance est relativement libre, je dirais. C'est-à-dire que les salariés ont eux-mêmes le loisir de faire évoluer leur modèle de gouvernance comme ils le souhaitent. Exactement. Alors sur l'implication en fait des salariés, parce qu'il y a une idée reçue qui circule, qui est la suivante, c'est on pense que dans les scopes, tous les salariés sont associés. Donc le principe, c'est pas ça, c'est que la majorité des associés doivent être salariés, mais tous les salariés ne sont pas forcément, on peut tout à fait être salariés non associés dans une scope. Et donc, comment se prennent les décisions? Vous l'avez dit, en fait, il y a presque une façon de faire par scope, c'est-à-dire il y a pas de recette de cuisine, c'est aussi comment les coopérateurs souhaitent vivre leur entreprise. Et je pense souvent l'image de la règle du médecin entre 0 et 10, quand le médecin vous demande comment vous avez mal, est-ce que quand on a pas mal, c'est 0, et quand la douleur est insupportable, c'est 10. Et si on prend ça pour la vie coopérative, on pourrait dire que le 0, c'est le minimum entre guillemets syndical, c'est-à-dire que les associés participent à l'assemblée générale ordinaire une fois par an pour l'approbation des comptes, pour l'entrée de nouveaux associés. Et le 10 serait l'entreprise autogérée. Puis au milieu, on a tous les cas possibles. Et souvent, quand on se situe autour de 4-5, ce sont les associés qui sont conviés aux prises de décision plutôt stratégiques. D'accord. Alors pour continuer à découvrir un petit peu le monde des sociétés coopératives, je vous propose un petit jeu. C'est-à-dire que je vais partir d'idées reçues que j'ai trouvées ou entendues. Et vous allez devoir un peu défendre votre bout de gras, comme on dit chez nous. Alors, par exemple, la SCOP, c'est fait pour sauver des entreprises en difficulté. Alors, oui, c'est une idée reçue, mais en fait, qui ne vient pas de nulle part. Celle-ci, contrairement au Larzac, là, celle-là, je ne sais pas d'où elle vient, mais en tout cas, pourquoi on pense ça? Parce que c'est ces cas-là qui ont été médiatisés. Quand je dis médiatisés, par les grands médias, notamment le journal de 20 heures, où là, on va mettre en avant, effectivement, la dernière possibilité pour telle entreprise. Alors, le combat, du sang, des larmes, de la sueur, un conflit social fort, et qui va déboucher sur la prise en main de l'entreprise par les associés. Donc, je repense à l'entreprise de lingerie Le Jabi, par exemple, à Cifrance, donc sur les bateaux. Et puis près de chez nous, là pour le coup, ça a donné naissance à une magnifique scope qui s'appelle la Fabrique du Sud, mais qui travaille sous la marque Label Aude, donc les glaces que vous connaissez peut-être, très très bonnes d'ailleurs. Et là, qui est issue aussi d'une lutte sociale. Mais il faut savoir qu'en fait, donc ces scopes qui sont médiatisés, en fait, représentent moins de 10% en fait des nouvelles scopes en France. D'accord. Alors, quelles sont justement les façons de créer une scope et quelles sont à peu près les proportions? D'accord. Donc il y a les créations, donc le gros, c'est 65% des nouvelles scopes ou SIG, ce sont des entreprises qui sont nouvellement créées, ce qu'on appelle des créations ex nihilo. Donc là, on part de la feuille blanche. Il y a 20% environ et on travaille beaucoup sur ce thème-là. C'est la reprise des entreprises par les salariés, mais des entreprises saines. Ça veut dire que le cédant, lui, décide de vendre son entreprise à ses salariés pour plein de raisons, en fait. Il les connaît très bien, ses salariés. Ça va être une entreprise qui sera non délocalisée. Ils gardent les clients, les fournisseurs. Ils ont tout le savoir-faire de l'entreprise. Et bien souvent, en fait, le blocage, c'est que le cédant pense que les salariés n'ont pas les moyens pour acheter l'entreprise dans laquelle ils travaillent.
Nous, on a développé, quand je dis nous, c'est le mouvement, a développé donc déjà ses propres outils financiers, ce qui est assez unique. C'est une organisation professionnelle dont une partie des cotisations sert à abonder en fait un fonds financier qui permet de prêter après l'argent aux sociétés coopératives. On peut travailler aussi avec des outils régions et puis on a des partenaires bancaires assez forts qui nous font confiance. Je pense au Crédit Coopératif, je pense à la banque populaire. Donc ça, c'est la transmission d'entreprises saines. Je pense que c'est aussi un avenir parce qu'il y a un vrai problème de transmission. Pas qu'en Occitanie, en France, et des entreprises qui risquent de fermer faute de repreneurs. Donc là, ça peut être une solution efficace, avec des taux de pérennité d'ailleurs qui sont à 20% au-dessus de la moyenne dans les cas de reprise. D'accord. Il y a ces reprises, qu'on dit reprises à la barre au tribunal, dont on a parlé, donc qui représentent moins de 10%. Il y a aussi des transformations d'associations. Donc notamment les associations avec des salariés qui sont dirigés par des dirigeants bénévoles et qui souhaitent passer la main, et ça peut être une vraie solution pour les associations. Et puis il se peut aussi qu'il y ait des transformations des CRL en scope. Voilà, là on a à peu près tous les cas, et les transformations d'associations représentent aussi une quinzaine de %. Donc si on fait la somme, on devrait arriver à nos 100%. D'accord, merci. Alors une autre idée reçue. Dans une SCOP, on ne fait pas de profit, les salaires sont plus bas. Alors, si, bien sûr que si, on fait des profits. Les SCOP sont des sociétés commerciales qui travaillent sur un marché, donc il faut évidemment faire des profits. Nous, on les encourage vivement à faire des profits. En tout cas, on les accompagne pour. Et elles en font. Elles sont c'est plutôt des entreprises rentables pour se développer, pour croître, pour financer son besoin en fonds de roulement, pour financer ses investissements. Il faut évidemment faire des profits. Après, donc les profits, on va dire, c'est une partie de la richesse créée. Mais contrairement aux entreprises plus classiques, en fait, il y a des règles assez strictes, en tout cas, de qu'est-ce qu'on fait du profit, on va dire, du bénéfice, en fait. Et ce bénéfice est reversé en partie aux salariés, on appelle ça la part travail, donc il y a au minimum, c'est 25% qui est reversé aux salariés, et puis il y a une partie qui va en réserve dans l'entreprise, on est au-delà de 16%, il peut y avoir une petite partie qui sert à rémunérer les dividendes. Mais en tout cas, la grande différence avec les sociétés conventionnelles, c'est cette forte mise en réserve. Et c'est aussi pour ça que c'est des entreprises qui résistent mieux aux crises, parce que les fonds propres de l'entreprise, en fait, sont passifs et assez solides, avec cette mise en réserve qui est au-dessus des taux pratiqués, et une redistribution de la richesse équitable, avec une redistribution auprès des salariés. Et justement, on vient de traverser une crise là sans précédent. Est-ce que vous disposez de chiffres aujourd'hui qui indiquent si les sociétés coopératives se sont mieux ou moins bien tirées de cette crise? En tout cas, sur la crise de la pandémie. Oui. C'est trop tôt pour le savoir, parce que on s'attendait tous à des défaillances importantes d'entreprises. Aujourd'hui, en fait, que ce soit Scope ou non Scope, d'ailleurs, Scope, en fait, il y a très peu de défaillances. Il y a même eu moins de défaillances qu'habituellement, parce qu'il y a eu beaucoup d'aides, il y a eu beaucoup de liquidités injectées. Donc, on n'a pas assez de recul. Je peux pas m'avancer sur ça, mais on verra au cours il faut attendre 1 ou 2 ans, en fait, pour voir si effectivement il y a eu il y a des dégâts liés à cette crise, mais on peut prendre par exemple la crise de 2008, et là on a du recul. Effectivement, il y a eu beaucoup moins de défaillances dans les scopes, où ces défaillances sont retardées. On les voit un peu plus tard, parce qu'il y a des fonds propres qui sont importants, et puis il y a aussi des salariés qui sont fortement impliqués dans l'entreprise et qui essayent de mettre en œuvre, en fait, des mesures pour sauver l'entreprise quand celle-ci rencontre des difficultés. D'accord. Donc pour les auditeurs qui nous rejoignent, je vous rappelle que nous sommes à l'écoute de l'émission du CJD, l'économie au service de l'homme, sur Radio Clapas 93.5. Alors Pierre, donc j'ai indiqué rapidement en introduction les missions de l'URSCOP, mais est-ce que vous pouvez nous détailler un peu comment l'URSCOP accompagne ses adhérents, comment vous les aidez à former leurs salariés à devenir de vrais coopérateurs? Alors, l'Union régionale donc des SCOP accompagne tout au long de la vie, en fait, l'entreprise. Donc, on accompagne l'entreprise
à la création. Donc on l'accompagne à se monter en étudiant le plan d'affaires, le marché, en organisant la vie coopérative, en travaillant sur les particularités juridiques, fiscales, sociales. Donc il y a un accompagnement assez soutenu de la part de l'Union régionale. Et ensuite, l'entreprise devient adhérente du mouvement, et en tant qu'adhérente bénéficie d'un bouquet de services importants. Il y a les outils financiers, ça j'en ai parlé, donc qui sont une particularité forte, mais il y a aussi tout un catalogue de formations avec aussi un financement propre sur les formations pour former les coopérateurs. On ne naît pas coopérateur, on le devient, donc il faut se former, et si on veut prendre part aux décisions de l'entreprise, il faut savoir de quoi on parle, de comprendre les environnements, de comprendre la concurrence, de savoir lire aussi un bilan comptable, et on a développé en fait une pédagogie qui permet aussi d'apprendre à des personnes qui n'ont pas eu cette connaissance, ou qui n'ont pas cette compétence métier, de savoir lire un bilan, et notamment à partir de Serious Game par exemple, on peut développer un certain nombre de compétences, en tout cas suffisantes pour pouvoir prendre part aux décisions. Et puis on a un accompagnement quotidien avec un pôle à Paris juridique sur lequel on peut s'appuyer. On a développé un accélérateur qui s'appelle Alter Venture pour accompagner les entreprises dans leur croissance, sur des programmes courts de 8 mois, mais assez intenses pour travailler avec eux sur leur plan de développement. Voilà, donc il y a toute une et puis une forte mise en réseau, une mise en relation. On essaie de faire en sorte que les entreprises se rencontrent pour aussi faire des affaires entre elles. D'accord. Alter Venture, une belle réussite, puisque ça a été inventé à l'URSCOP de Montpellier, et c'est aujourd'hui déployé. Ça a été essaimé, oui. C'est ça, du territoire. Donc bravo. Pierre, on va s'acheminer doucement vers la fin de cette émission. J'aimerais quand même aborder une dernière question. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot d'un troisième type de structure que vous accompagnez, dont nous n'avons pas encore parlé? Je veux parler des CAE, les coopératives d'activité et d'emploi, parce que peut-être parmi nos auditeurs, il y a des personnes qui rêveraient de créer leur entreprise, mais qui ont peur de quitter le monde des salariés pour se lancer. Et la CAE peut peut-être leur apporter une réponse. Alors, la CAE permet d'une part de tester son activité, et puis après, on peut en fait poursuivre une activité individuelle, mais au sein d'une entreprise, au sein d'un collectif. Et donc, à ce titre, on est entrepreneur salarié. Donc, vous avez le statut de salarié, mais vous exercez en fait une activité indépendante. Ça peut être consultant, ça peut être esthéticienne, ça peut être menuisier, ça peut être on a tous les métiers qui sont développés de façon individuelle, ou des petits groupes peuvent se constituer pour répondre à certains marchés. Mais en tout cas, ils ont le statut d'entrepreneur salarié. C'est une façon d'entreprendre qu'on pense d'avenir, puisque quand on entend parler de l'ubérisation de la société, là on est dans le travail indépendant, mais la précarisation du travail indépendant, qui est en fait un travail salarié déguisé et précaire. Là, on est sur un statut de salarié avec une protection de salarié, tout en développant sa propre activité. On a de très belles coopératives. Là, on est sur Montpellier, donc je peux citer Créalide, qui aujourd'hui a plus de 300 entrepreneurs salariés, et qui est une entreprise en plein développement. Donc, si vous êtes intéressé par cette façon d'entreprendre, et que vous avez un projet, et même si vous souhaitez tester un peu votre projet, je vous invite à voir ce qu'ils proposent comme accompagnement. Oui, d'ailleurs, j'ai vu Créalide, c'est intéressant parce que ils ont un peu tous les corps de métier. Par exemple, ils ont créé une filière bâtiment dans laquelle vont se réunir un ensemble d'artisans pour proposer un pool de services complet, quoi. Oui, c'est ça. Une certaine synergie entre les coopérateurs. Sans être trop technique, donc ils ont développé effectivement une filiale parce que travailler dans le bâtiment, ça nécessite des assurances décennales, donc ils ont une filière bâtiment, et on retrouve tous les corps de bâtiment, et il y a une vraie mutualisation de moyens en fait au sein des coopératives d'activité et d'emploi. D'accord. Alors merci Pierre. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver donc toutes les informations sur le site des Scopes. Alors les Scopes, les-scopes au singulier .coop, COOP pour le national, ou pour des informations régionales, vous avez Scope Occitanie
sans-.coop, C-O-O-P. Nous vous mettrons l'adresse sur le Facebook de Radio Clapas. N'hésitez pas à contacter l'URSCOP également au 55 rue Saint-Cléophas à Montpellier. Pierre, est-ce que vous avez quelques dates d'événements à communiquer à nos auditeurs, un agenda de l'URSCOP? Oui, mais ça fera peut-être l'objet d'une autre émission. En fait, on a aussi un incubateur d'innovation sociale qui s'appelle Alter Incube, et on accompagne là un peu plus en amont des projets qui ont une dimension socialement innovante ou une innovation environnementale. Donc on les accompagne sur une période de 15-18 mois, et tous les 2 ans, on organise les rencontres internationales de l'innovation sociale où là, cette année, on aura des chercheurs venus un peu du monde entier, donc ça se fera en visio, vous comprenez pourquoi. Donc ça sera le 30 novembre, et puis le 2 décembre, il y aura des ateliers, donc c'est gratuit et vous pouvez vous inscrire. Merci. Et bien voilà, notre émission L'économie au service de l'homme touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur ce beau mouvement coopératif avec qui nous partageons au CJD tant de belles valeurs humaines. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre attention. Merci à Pej, notre directeur d'antenne, et toute l'équipe de Radio Clapas 93.5. Bien sûr, un grand merci à notre invité Pierre Oriot, directeur de l'URSCOP. Merci Grégory pour cette invitation. Et enfin, un grand merci à notre mouvement de dirigeants d'entreprise, le CJD, avec qui nous éclairons tous les lundis à 13h. Un peu plus la voie de l'économie responsable. Retrouvez les replays sur radioclapas.fr, sur la chaîne YouTube du CJD Montpellier et sur vos plateformes favorites, Spotify, Deezer. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser vos questions, nous y répondrons, ou à contacter le CJD Montpellier via Facebook ou LinkedIn. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye.